Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une affaire brésilienne très connue, celle d'Eloá Pimentel. C'est l'une des prises d'otages les plus médiatisées de toute l'histoire du Brésil, et vous allez voir que tout est choquant dans cette histoire. Les faits bien sûr, mais aussi et surtout le traitement de cette affaire par la police et les médias. Comme cette prise d'otage a malheureusement été intégralement filmée depuis l'extérieur, on a vraiment une timeline très précise des événements, donc je vais construire mon récit à partir de ces infos. On va donc suivre cette affaire presque heure par heure, et vous allez voir que plus le temps passe, plus la situation devient absurde et surréaliste. Parce que oui, ce qui devait être une opération de sauvetage va carrément se transformer en un véritable feuilleton télévisé, avec des journalistes en roue libre, des décisions policières douteuses, et une fin tragique que tout le pays va regarder en direct. Mais juste avant de passer à notre sujet du jour, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, June's Journey. June's Journey, c'est un jeu mobile d'observation, style point and click, où le but est de retrouver des objets cachés dans une scène le plus vite possible. Mais là où le jeu se démarque, c'est qu'il prend place dans un univers bien particulier. Imaginez-vous dans un film noir des années 20, très art déco, un peu glamour et sombre à la fois. Vous incarnez June Parker, une jeune femme qui enquête sur la mort mystérieuse de sa sœur. Et c'est justement en retrouvant les objets cachés dans différentes scènes que vous allez avancer dans le jeu et découvrir des secrets de famille. L'histoire est pleine de rebondissements, sans vous spoiler, il y a des trahisons, de l'émotion, des personnages attachants, etc. J'ai joué ces dernières semaines et perso, ce que j'ai aimé, c'est d'abord l'ambiance et le design. Les dessins qui illustrent le jeu sont vraiment très sympas, ils collent bien à l'ambiance et il y a un vrai travail au niveau de l'immersion pour se sentir dans les années folles. Aussi, le jeu ne repose pas que sur la mécanique des objets cachés, on a aussi la possibilité de se déplacer dans le manoir et l'île et de les décorer avec des objets qu'on gagne en avançant, ce qui est un petit plus vraiment très agréable. Sachez aussi que les développeurs ajoutent un nouveau chapitre par semaine et c'est une histoire qui continue d'évoluer, donc vous pouvez jouer à June's Journey tout l'été sans souci. Bref, c'est un petit jeu d'enquête léger qui permet à la fois de vous détendre, mais aussi de vous challenger en essayant de retrouver les objets et d'enquêter dans un univers qui vous rappellera probablement les classiques du polar, Agatha Christie et Conan Doyle. June's Journey est disponible gratuitement sur tous les smartphones et les ordinateurs. N'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou à cliquer sur le lien en barre d'information pour le télécharger. Merci encore à June's Journey pour son soutien. Et maintenant, sans plus attendre, on va passer à notre sujet du jour. Alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 13 octobre 2008 dans le quartier de Santo André, une banlieue populaire de Sao Paulo au Brésil. Santo André, c'est un quartier urbain très dense, rempli de grands immeubles et de petites maisons aux murs pastel un peu défraîchis. Il est environ 12h30 et comme souvent, à cette heure-là, les rues sont animées, les enfants rentrent de l'école pour le déjeuner, les marchands ambulants poussent leurs charrettes de fruits à travers les ruelles, et les commerçants, affalés sur des chaises en plastique, cherchent un petit peu de fraîcheur à l'ombre de leur devanture. Ici, tout le monde se connaît et il est pas rare de voir des habitués échanger les derniers potins autour d'une tasse de café. Au bout de la rue, un vendeur de maïs grillé plaisante avec une cliente. Sur le trottoir d'en face, des adolescents en uniforme d'école marchent d'un pas nonchalant et leur rire résonne entre les immeubles. Parmi eux, il y a Eloá Pimentel, 15 ans. Eloá, c'est une jeune fille appréciée de tout le monde, elle est douce, gentille, drôle, mais c'est aussi une élève sérieuse qui excelle à l'école et qui rêve de devenir avocate. Ce jour-là, elle rentre chez elle accompagnée de 3 camarades de classe, Nayara, sa meilleure amie, et 2 amis, Yago et Victor.
Ils montent ensemble jusqu'au 10e étage d'un immeuble résidentiel, une de ces tours beige typiques du quartier de Santo André. C'est ici qu'habite Eloa avec ses parents et son frère, mais cet après-midi-là, l'appartement est vide et ça arrange bien les adolescents qui doivent travailler sur un projet scolaire. Après avoir grignoté et papoté, il est temps de s'y mettre, les garçons s'installent devant le PC un peu à contre-cœur, pendant qu'Eloa et Nayara, elles, réunissent les livres et les fiches dont elles vont avoir besoin. Les adolescents sont plongés dans leurs recherches depuis plusieurs minutes maintenant quand, soudain, un bruit les fait sursauter. Leur regard se tourne vers la porte d'entrée et ils se figent. On dirait que quelqu'un est en train de grimper les escaliers d'un pas à la fois lourd et précipité. Le silence revient, puis 3 coups sourds résonnent contre la porte. Les adolescents échangent des regards inquiets. Qui ça peut bien être? Les parents d'Eloa? Un voisin? Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, les coups reprennent beaucoup plus violemment cette fois. Eloa regarde la poignée bouger et c'est à cet instant qu'elle réalise qu'elle n'a pas verrouillé la porte d'entrée. Elle n'a pas le temps de réagir, la poignée tourne et un jeune homme surgit brusquement dans la pièce. Il se retourne, ferme la porte d'un coup sec avant de la fermer à clé. Le mystérieux intrus balaye la pièce du regard. Il est grand, mince, il porte un jean et un t-shirt noir. Il transpire et seule sa respiration haletante vient rompre le silence pesant qui s'est installé. Puis son regard se pose sur Eloa, qui laisse échapper un cri d'effroi. Parce que cet homme qui vient d'entrer par effraction, il a rien d'un inconnu. Elle le connaît même très bien. C'est Lindenberg, son ex-petite amie de 22 ans. Ils se sont rencontrés en 2005. Elle n'avait que 12 ans alors que lui en avait déjà 19. Oui, cet écart d'âge est plus que problématique, on est bien d'accord. Mais Eloa était jeune, très jeune, et au moment de leur rencontre, elle voit pas le danger. Sauf que dans le quartier, tout le monde connaît Lindenberg, et pas pour des bonnes raisons. Il a un tempérament explosif, il accepte pas d'être contrarié, et surtout, il est agressif et violent. Avec Eloa, c'est pire, il ne supporte pas qu'elle sorte sans lui, il veut tout contrôler, où elle va, avec qui, combien de temps elle compte rester. Il a carrément pris l'habitude de la suivre dès qu'elle quitte la maison, et il a même levé la main sur elle à plusieurs reprises. Vous l'avez compris, c'est une relation plus que toxique, et même si Eloa a essayé de rompre avec lui à plusieurs reprises, elle est complètement sous l'emprise de Lindenberg et finit toujours par céder et revenir vers lui. Ils se sont finalement séparés il y a quelques mois, après presque 3 ans de relation. Cette fois, c'est Lindenberg qui a décidé de rompre et Eloa a accepté sa décision. Peut-être qu'elle a pensé que le fait qu'il choisisse de la quitter de lui-même allait enfin lui permettre de fuir. Sauf que voilà, Lindenberg ne s'attendait pas à ça, il était persuadé que, comme à chaque fois, ils allaient finir par se réconcilier. Bah oui, c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Ils se disputent, Lindenberg s'emporte au point même d'être parfois violent, et Eloa finit toujours par revenir. Mais pas cette fois. Et maintenant qu'il se tient devant elle, Eloa réalise qu'elle s'est trompée. Il ne la laissera jamais partir. Mais elle compte pas se laisser faire. Alors elle se lève violemment de sa chaise et elle lui lance « Qu'est-ce que tu fais là ?» Lindenberg ne répond pas, il est agité, ses propos sont confus, ses gestes désordonnés. Dans une sorte de flot de paroles décousues, il accuse Eloa de l'avoir abandonnée et de s'être foutue de sa gueule. Il lui dit qu'elle lui a brisé le cœur et qu'elle va le regretter. Eloa essaye de le calmer, mais Lindenberg, qui est maintenant à seulement quelques centimètres de son visage, la gifle violemment pour la faire taire. Puis il se tourne vers Yago et Victor, il les fixe avec hostilité. Dans sa tête, c'est sûr, c'est avec l'un d'eux, ou peut-être même les deux, qu'Eloa l'a remplacé. Dans l'appartement, le ton monte, les deux garçons essayent de désamorcer la situation, mais Lindenberg pointe maintenant une arme sur eux, parce que dans la panique, personne n'avait remarqué la petite arme de poing qu'il tenait dans sa main droite. Lindenberg leur ordonne de s'asseoir et ils s'exécutent. Ils comprennent pas encore exactement ce qu'il veut, mais ils ont pas d'autre choix que de lui obéir. Ils semblent nerveux et frustrés par la situation. Eloa devait être seule, il n'avait pas anticipé le fait qu'elle ramènerait des camarades de classe chez elle. Rien ne s'est déroulé comme prévu, donc il doit changer de plan. Il braque à nouveau son arme sur les 4 adolescents et leur ordonne de marcher lentement jusqu'à la chambre et de s'asseoir sur le lit sans faire de bruit. Il ajoute que s'ils disent ne serait-ce qu'un mot, il n'hésitera pas à les abattre. Puis Lindenberg retourne dans le salon, il s'assoit sur le canapé et il commence à réfléchir à une nouvelle stratégie. Il est maintenant 17h.
Douglas, le petit frère d'Eloa, vient tout juste de rentrer de l'école, mais quand il tente d'ouvrir la porte de l'appartement, il se rend compte qu'elle est verrouillée. Il fouille ses poches et il réalise qu'il a oublié ses clés. Du coup, il frappe quelques coups à la porte. À cette heure-là, il sait que sa sœur devrait déjà être là, et pourtant il n'y a aucun bruit qui provient de l'intérieur, et l'appartement semble étrangement silencieux. Vers 18h, Aldo José da Silva arrive devant chez lui. Dès qu'il voit son fils assis dans le couloir, il comprend que quelque chose ne va pas. Il sort ses clés, s'approche de la porte, mais le bruit alerte Lindenberg qui se précipite vers l'entrée et crie « N'avancez pas! J'ai votre fille et ses amis et je suis armé! Reculez !» Aldo connaît trop bien la réputation de Lindenberg pour prendre le moindre risque. Il comprend immédiatement qu'il vaut mieux éviter de le provoquer, parce qu'il est bien conscient du tempérament violent de l'ex-petite amie de sa fille, et il sait aussi que, même s'ils se sont séparés il y a plusieurs mois, Lindenberg n'a jamais arrêté de la suivre, de l'espionner ou de la harceler. Donc il pousse Douglas derrière lui, s'éloigne de la porte en rassurant Lindenberg, puis il décide de contacter les autorités. Une équipe du Gate, le groupe d'action tactique spéciale, arrive sur place en quelques minutes. Leur arrivée signale le début officiel d'une prise d'otage qui va durer plus de 100 heures et marquer de manière indélébile la mémoire du Brésil. Il est environ 18h15 et les officiers du Gate tentent d'établir un premier contact avec Lindenberg. Ils savent qu'ils ont très peu de temps et ils doivent à tout prix essayer de le calmer, de le raisonner, s'ils veulent éviter que la situation n'escalade. Ils réussissent à obtenir le numéro de téléphone portable de Lindenberg et c'est le capitaine du Gate, Adriano Giovannini, qui va se charger de négocier avec le suspect. Ses objectifs sont clairs. Il doit garder Lindenberg en communication le plus longtemps possible pour éviter un passage à l'acte impulsif, mais aussi pour évaluer son état émotionnel, gagner du temps pour établir un plan d'action et surtout protéger les otages en veillant à ne pas le stresser ou provoquer le suspect. Et franchement, au début, la stratégie du capitaine Giovannini semble fonctionner. Lindenberg est réceptif, il accepte le dialogue, et à 21h15, il libère même un premier otage, Victor Lopez de Campos. Le garçon est certes traumatisé, mais il n'est pas blessé. 1h30 plus tard, à 22h45, c'est Iago Vieira de Oliveira qui sort à son tour de l'appartement. Lui non plus n'est pas blessé et les agents sont soulagés. Ils sont parvenus à convaincre Lindenberg de libérer 2 otages et ils ont bon espoir que la situation se règle rapidement. Sauf que Lindenberg est instable, imprévisible mais aussi très manipulateur. Et même s'il a accepté de libérer les 2 garçons, ça ne signifie pas pour autant qu'il est prêt à relâcher les 2 autres otages. On le sait, Lindenberg a été surpris de voir qu'Eloa n'était pas seule chez elle et la présence de ses amis l'a énormément contrarié. Mais c'est pas à eux qu'il en veut et les 3 adolescents vont en fait se transformer en monnaie d'échange pour Lindenberg. Il est bien conscient du fait que plus il y a d'otages, plus il a des moyens de pression sur les officiers. Alors même si Lindenberg semble prêt à libérer Nayara, c'est clairement pas le cas pour Eloa. Il est très clair, elle ne sortira de l'appartement que quand elle sera morte. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le-moi, que je puisse vous aider. Ce que je veux? Tuer Eloa, me tuer et relâcher la Barbie. Je suis en train d'attaquer ma petite amie, cette salope. Je ne suis pas ta petite amie. Ferme-la! Ferme-la! Après ça, Lindenberg coupe la communication avec le Gate et il informe le capitaine Giovannini qu'il acceptera peut-être de reprendre contact avec eux le lendemain. On est maintenant le 14 octobre 2008. Il est 7h30 du matin et plusieurs journalistes de la chaîne Globo 1 arrivent sur place. Plusieurs caméras sont déployées autour de l'immeuble et le Brésil tout entier se réveille avec la terrible nouvelle. L'immeuble est cerné par la police militaire. Nous ne sommes pas devant, par ordre de la police. Depuis ici, on peut voir la fenêtre de l'appartement dans lequel le jeune homme est avec les 2 adolescentes. L'une d'entre elles est son ex-petite amie. Les 2 filles ont 15 ans et le jeune homme de 22 ans, inconsolable depuis la rupture, est entré de force dans l'appartement hier, en fin d'après-midi. Il est armé. Quelques minutes après le début de la diffusion, l'émission Bom Dia Brasil enregistre des records d'audience quasi inégalés. Des millions de spectateurs allument leur télévision pour suivre la prise d'otage en direct et d'autres chaînes télé commencent à arriver devant l'immeuble de Santo André.
Sur place, le nombre de journalistes dépasse de loin le nombre d'officiers du Gate et la police a du mal à maîtriser ce flux massif. Alors qu'ils devraient concentrer leurs efforts sur la résolution de la prise d'otage, ils sont maintenant obligés de gérer les journalistes prêts à tout pour obtenir un scoop. Il est 16 heures passées et les chaînes de télé de tout le pays continuent de diffuser des images en temps réel. Et parmi les millions de spectateurs collés à leur écran, il y a maintenant Lindenberg. Quand il réalise qu'il y a des dizaines de journalistes en train de documenter ses moindres faits et gestes, son comportement devient encore plus erratique. À 16h05, il force Eloa à se poster devant la fenêtre et à rassurer les journalistes. Sur les images, on voit Eloa lever les pouces en l'air pour les caméras pour signaler qu'elle est en vie et qu'elle n'est pas blessée. Mais quelques minutes plus tard, Lindenberg apparaît à une autre fenêtre, il lève son revolver et se met à tirer plusieurs coups en direction des journalistes présents dans la rue. Par chance, aucun d'entre eux n'est blessé, mais pour les officiers du Gate, son geste est un signal d'alarme. Cette médiatisation intense de la prise d'otage avec des dizaines de caméras braquées en continu sur l'appartement alimente le comportement instable de Lindenberg. Ce dernier ne semble pas du tout dissuadé par la présence des médias, bien au contraire, il se nourrit de cette attention, il se donne en spectacle. Son geste ne visait pas réellement à blesser qui que ce soit, c'était plutôt une tentative de montrer que c'est lui qui est aux commandes. En plus, il accepte plus les appels des négociateurs et le capitaine Giovannini comprend qu'il va falloir agir vite et lui mettre la pression s'ils veulent obtenir quoi que ce soit de lui. Alors il décide de couper le courant dans l'appartement. Et cet acte, il ne vise pas seulement à priver Lindenberg de l'air conditionné et donc de son confort. Non, c'est avant tout un moyen de l'empêcher de regarder le journal télévisé. Et oui, les agents comprennent rapidement qu'il n'est pas prêt à renoncer à suivre le déroulement de l'histoire dont il est le héros, et qu'il va donc tout faire pour que le courant soit rétabli. Et cette stratégie fonctionne. Lindenberg reprend contact avec les agents du Gate, mais il menace de tuer les deux adolescentes s'ils ne remettent pas l'électricité. Après de longues heures de négociations, il accepte finalement de libérer Nayara en échange du courant. À 22h50, Nayara sort de l'appartement après 33 heures de séquestration. Elle est pas blessée et elle est immédiatement prise en charge par les policiers qui la conduisent au poste pour l'interroger et tenter d'obtenir des informations sur la situation. Le 15 octobre 2008 marque le 3e jour de la prise d'otage et même si 3 des 4 adolescents ont été libérés, tout le monde sait que rien n'est encore gagné puisqu'Eloa est encore retenue prisonnière. Mais alors que les agents du Gate sont en train d'élaborer un plan d'action, la situation prend un tournant plus qu'inattendu. Il est 14h quand un appel entre un journaliste et Lindenberg est diffusé à la télé en direct. Lindenberg, est-ce que tout va bien? C'est qui? Écoute, Lindenberg, on est des amis de la famille. Ils veulent juste savoir si tout va bien, c'est tout. C'est qui? Luis Guerra, comment tu vas? Je suis de l'équipe de Sonia Abrao. Luis Guerra, j'appelle de la part de ta famille parce que ta mère est très inquiète. Elle veut juste savoir si tout va bien. Je sais même pas par où commencer. Alors, je reviendrai plus en détail sur le comportement des médias dans cette affaire plus tard dans la vidéo, mais il faut quand même que je précise certaines choses. Déjà, l'appel a été passé sans l'accord de la police qui n'était absolument pas au courant que des médias avaient réussi à obtenir le numéro de Lindenberg. Ensuite, le journaliste se fait passer pour un ami de la famille, alors que c'est évidemment pas le cas. D'ailleurs, c'est assez évident qu'il sait pas du tout comment gérer la situation et il finit vite par avouer qu'il est pas du tout un ami de la famille, mais un journaliste de l'équipe de Sonia Abrao. Bon, je vais pas retranscrire tout ce qui s'est dit dans cette interview parce que elle a duré presque 8 minutes. Par contre, je voulais juste vous en présenter un petit extrait lorsque Luis Guerra s'est directement adressé à Eloa. Bonjour Eloa, c'est Luis Guerra de l'équipe de Sonia Abrao. Tout va bien? C'est qui? Luis Guerra, je suis un journaliste de l'équipe de Sonia Abrao. Comment tu vas ma chérie? Je vais bien, j'ai envie de déjeuner. T'as envie de déjeuner? Je me sens faible. Ça va aller, tout va bien se passer. J'ai parlé à Lindenberg, on va se reparler. Il te traite bien. Ouais, il me traite bien.
Tu peux lui faire confiance, sois tranquille. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ta mère pour la rassurer? Je veux savoir comment elle va et si mes proches vont bien. Ils vont tous bien. Ils vont tous très bien. Dites à ma mère que je l'embrasse. Et à mon père aussi. Tu peux parler. Redis à ta mère que tu l'embrasses. Je veux dire à ma mère que je l'aime. Et mon père aussi, je l'aime. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Parle avec Lindenberg. Il veut aussi que ça se termine bien. Il dit qu'il va me libérer. Il va te libérer, ne t'en fais pas. Et foi en Dieu, va faire quelques prières. Oui, c'est lunaire. Le journaliste encourage Eloa à s'adresser directement à ses proches qui, je le précise, n'ont pas pu lui parler directement et qui entendent leur fille pour la première fois en 3 jours. Et tout ça, il le fait pas par bienveillance, c'est pour faire des vues. Luis Guerra choisit de s'immiscer dans une situation de prise d'otage et de jouer le rôle du négociateur alors qu'il n'a aucune compétence et formation pour ça, le tout en rassurant Eloa et en lui disant qu'elle peut avoir confiance en Lindenberg. Imaginez un peu un journaliste, un homme adulte, qui dit à une adolescente de 15 ans que Lindenberg, qui l'a harcelée et frappée, qui la séquestre maintenant depuis 3 jours et qui l'a menacée de mort à plusieurs reprises, est digne de confiance. C'est juste aberrant. Et ça, c'est sans compter le danger de donner une plateforme à quelqu'un comme Lindenberg Alves. On l'a vu, il est agité, de plus en plus instable, et les agents du Gate savent aussi qu'il peut être imprévisible. Et maintenant, il découvre qu'il est devenu une star nationale interviewée par l'équipe de Sonia Abrao, une des journalistes les plus connues de tout le Brésil. Sans surprise, ça ne fait qu'empirer la situation et Lindenberg va continuer à se mettre en scène en forçant Eloa à apparaître à la fenêtre plusieurs fois. Mais il reste prudent. Il veille toujours à ne pas se retrouver directement en face de la fenêtre parce qu'il sait pertinemment qu'il y a plusieurs snipers qui sont présents sur la scène et qu'ils attendent probablement de l'avoir en ligne de mire pour mettre fin à cette prise d'otage. Pendant ce temps, en bas de la rue, une foule de curieux s'est amassée sous les fenêtres de l'appartement pour regarder, et ils restent parfois plantés là pendant des heures, comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre. Et puis je sais ce que vous vous demandez, comment ça se fait que la police ne soit pas intervenue? Pourquoi est-ce que des dizaines et des dizaines de journalistes et de badauds ont été autorisés à rester dans la rue et à suivre la prise d'otage comme s'il s'agissait d'une télé-réalité dramatique? La vérité, je crois que c'est que personne n'était préparé à un tel scénario, ni les forces de l'ordre, ni les autorités, ni les médias. L'intervention aurait dû être discrète et stratégique et elle s'est transformée en spectacle avec des caméras braquées en continu sur l'immeuble, des passants interrogés dans la rue et des journalistes qui commentent le moindre mouvement derrière la vitre de l'appartement. Mais c'est pas tout. L'attention de tout le pays est aussi rivée sur les forces spéciales du Gate et chacune de leurs décisions est observée, commentée mais aussi critiquée en temps réel. Leur intervention se joue non seulement sous le regard du public, mais aussi sous celui de Lindenberg lui-même. Oui, parce que je vous l'ai dit, lui aussi suit toutes les nouvelles, il prend note de tous les commentaires des journalistes, il a les images des forces de l'ordre, il sait exactement combien ils sont, donc il peut adapter sa stratégie en fonction de ce qu'il observe à l'écran. Cela dit, attention, je dis pas ça pour excuser les forces spéciales qui, exactement comme les médias, vont enchaîner les décisions catastrophiques, vous allez voir. En tout cas, ce jour même, en début d'après-midi, Lindenberg donne une autre interview, mais cette fois avec Sonia Abrao elle-même. Cette conversation, c'est l'occasion pour lui de se présenter sous son meilleur jour. Il est calme, gentil, sérieux, honnête, bref, c'est un chic type, quoi. Il traverse juste une mauvaise passe, une sorte de crise passagère, mais ça va bien finir par se régler. Et le pire, c'est que c'est même pas lui qui se définit comme ça, non, c'est les journalistes. Et lui, il fait que confirmer le portrait élogieux qu'ils sont en train de dresser de lui. Après ça, Sonia Abrao va ajouter « Tu traverses une crise, c'est vrai, mais tu gardes le contrôle. Tu respectes certaines règles, tu as déjà libéré des personnes, tu n'as fait de mal à personne. Ça montre que tu veux que ça se termine bien, et c'est possible. Cette situation peut encore trouver une issue positive où tout le monde, toi y compris, s'en sortira sain et sauf. » Mais elle s'arrête pas là, non, parce qu'en plus d'être journaliste, Sonia Abrao est aussi, visiblement, psychologue et négociatrice pour les forces spéciales.
Voilà ce qui va se passer. Tu vas vider les chargeurs de tes 2 revolvers. Tu vas donner les balles à Eloa. Ensuite, tu vas sortir de l'appartement, sans armes, les mains en l'air, et tu vas te rendre à la police sans opposer de résistance. Si tu fais ça, tout pourra se terminer de façon pacifique. D'accord ? Clairement, les journalistes ne mesurent pas du tout l'ampleur de la situation. Ils sous-estiment aussi le caractère violent et imprévisible de Lindenberg. Et ce sont pas les seuls, puisque peu de temps après, un avocat spécialisé en droit pénal, le docteur Ademar Gomes, va lui aussi intervenir publiquement pour donner son avis. Bon, moi ce que j'espère, c'est que tout ça se termine autour d'une bonne pizza. Et pourquoi pas un jour avec un beau mariage entre Lindenberg et sa petite amie passionnée. Il traverse une période difficile, c'est vrai, mais on sent qu'il a encore envie de vivre. C'est un jeune garçon, et quand il aime à l'excès. Mais je suis convaincue que tout ça peut bien finir de façon positive. Non. Vous rêvez pas, ce sont bien les paroles d'un avocat spécialisé en droit pénal. C'est presque comme s'il était déjà en train de défendre son client et de plaider la passion comme le mobile derrière ses actes. Bon, oui, c'est pourtant évident. Le jeune couple va se réconcilier et se marier. C'est pas une malheureuse petite prise d'otage qui va changer quoi que ce soit à leur amour. Une crise de jalousie, de revolver, quelques coups de feu. Wow, et hop, un beau mariage pour clore le tout. Ouais, je sais bien que ce discours est absurde, mais il reflète quand même une tendance très généralisée, encore plus à l'époque où se sont déroulés les faits, la romantisation de la violence. Comme si un homme capable de se mettre en couple avec une fillette de 12 ans, puis de la violenter, de la séquestrer, pouvait encore passer pour un pauvre amoureux blessé, dépassé par l'intensité de ses sentiments. Alors oui, peut-être que cet avocat visualise une happy end, mais Eloa, elle est toujours retenue prisonnière par un homme armé et instable. Elle demande pas une bonne pizza ou un joli mariage, tout ce qu'elle veut, c'est en sortir vivante. Bref, désolée pour cette parenthèse, mais je pouvais pas juste vous mettre cet extrait sans dire quoi que ce soit à ce sujet. Et le pire, c'est que c'est pas terminé. Parce qu'après l'intervention plus que rageante de cet avocat, la journaliste Sonia Abrao a la brillante idée de dresser en direct la liste complète des chefs d'accusation auxquels Lindenberg devra répondre. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux pour calmer un suspect armé, lui balancer à la télévision la liste complète des années de prison qu'il risque, en sachant pertinemment qu'il suit tout en direct. Non, là je vous assure que devant un tel niveau de stupidité, j'ai même plus les mots. En parallèle, le capitaine Giovannini et les agents du Gate savent que le temps est compté, donc ils discutent toujours de leur plan d'intervention devant les caméras des journalistes. Et vous pensez bien que ces derniers ne vont pas se faire prier pour tout partager, ni pour commenter la stratégie des policiers. En d'autres termes, Lindenberg a un accès direct aux échanges des forces spéciales, et du coup, il peut anticiper tous leurs mouvements. Là encore, on peut que saluer une énième excellente initiative de la part des médias. Quoi de mieux que d'informer le suspect des plans détaillés de la police pour procéder à sa capture. Le 16 octobre 2008, la prise d'otage entre officiellement dans son 4e jour. Les forces spéciales sont désemparées. Lindenberg refuse de négocier, il est trop occupé à accorder des interviews à tous les journalistes qui parviennent à le joindre. Alors ils vont mettre au point un plan. Et s'il demandait à Nayara, la meilleure amie d'Eloa, de retourner sur place pour essayer de discuter calmement avec Lindenberg. Après tout, ça ne peut que bien finir, pas vrai? Toujours est-il que le matin du 16 octobre, 2 policiers se rendent au domicile de Nayara. La jeune adolescente est encore sous le choc de ce qu'elle vient de vivre, mais elle est aussi très inquiète de savoir que sa meilleure amie Eloa est encore retenue par Lindenberg Alves. Et c'est précisément là-dessus que vont jouer les officiers. Ils exigent qu'elle retourne à l'appartement pour les aider dans les négociations. Ils lui disent que Lindenberg a accepté de se rendre, mais à une seule condition. Elle doit aller sur place, devant la porte de l'appartement, avec Douglas, le petit frère d'Eloa. Le but est simple, ils doivent faire barrage entre les policiers et Lindenberg, et c'est un moyen pour lui de s'assurer qu'il ne pourra pas se faire tirer dessus. C'est super comme choix proposé à une rescapée de prise d'otage. Est-ce que t'acceptes de te jeter à nouveau dans la gueule du loup pour faire notre boulot et puis servir de bouclier humain? Mais attention, si tu dis non, ta meilleure amie risque d'y rester. Alors évidemment, Nayara accepte.
Quand la jeune fille arrive sur place, les officiers la mettent immédiatement en contact avec Eloa. Nayara tente de rassurer son amie, elle informe qu'elle va monter jusqu'à l'appartement. Après ça, elle va aussi parler avec Lindenberg et lui demander s'il compte faire ce qu'il a dit et bien libérer Eloa. Lindenberg lui affirme que oui, il s'est calmé et qu'il compte bien respecter ce qui a été convenu avec les agents du gate. Alors Nayara et Douglas, évidemment filmés par les caméras des journalistes, montent jusqu'à l'appartement. Sauf que, surprise, Lindenberg change brusquement d'avis, la présence de Douglas ne lui plaît plus du tout et il exige maintenant que Nayara vienne seule. Et plutôt que d'abandonner l'idée et dire à Nayara de pas prendre de risques, le capitaine Giovannini cède à nouveau aux exigences de Lindenberg. Du coup, Nayara arrive devant l'entrée, seule, sans aucune protection. Lindenberg ouvre la porte, l'attrape par le bras et la tire à l'intérieur avant de refermer derrière eux. Et donc après avoir été libérée une première fois, Nayara se retrouve à nouveau prisonnière. Alors oui, bien sûr que c'est tragique, mais est-ce que vous êtes surpris? Moi, en tout cas, franchement non. Mais c'est quand même dingue de se dire que les policiers ont estimé qu'une adolescente de 15 ans, traumatisée et épuisée, pourrait résoudre une situation qu'une équipe tout entière de forces spéciales n'avait pas réussi à gérer en 3 jours. À quel moment des agents censés être formés à la négociation de crise ont pu penser que ce plan tenait la route? Au même moment, Aldo José da Silva, le père d'Eloa, fait un malaise et doit être transporté à l'hôpital en ambulance. De leur côté, il faut bien le dire, les équipes télé se régalent. La recapture de Nayara, le malaise d'Aldo, le cafouillage monstre de la police, tout ça ne fait que booster l'audimat et surtout, ça ajoute des rebondissements à un spectacle qui commençait un peu à s'essouffler. De plus en plus de journalistes continuent d'appeler Lindenberg, ce qui a pour effet de saturer les lignes de communication et d'empêcher les négociateurs de le joindre. Et même s'il refuse désormais de répondre au téléphone, ça n'arrête pas les journalistes pour autant. Ils s'adressent directement à lui via différents programmes télé et ils exigent même qu'il fasse venir les 2 filles à la fenêtre pour montrer qu'elles vont bien. Toujours tout pour le show, bien sûr. Le lendemain matin, le 17 octobre 2008, l'événement devient officiellement la plus longue prise d'otage de toute l'histoire du Brésil. Maître Eduardo Lopez, l'avocat engagé par la famille de Lindenberg, parvient à négocier un accord avec la police militaire. Ce texte, signé par le ministère public, garantit l'intégrité de son client, c'est-à-dire qu'il ne sera pas blessé s'il accepte de se rendre volontairement. De son côté, le capitaine Giovannini tente de négocier une dernière fois avec Lindenberg. L'important, c'est de parler. Il y a un petit ange qui dit « ne fais pas ça ». Et à côté de moi, il y en a un autre, un petit diable. Écoute le bon côté, le petit ange. Le petit diable me dit que tu déranges. Je cherche à te protéger. Mon cerveau tourne à 1000 à l'heure. Allonge-toi un peu, repose-toi. T'as déjà dîné? Oui. Repose-toi un peu et parle avec Eloa. Mais fin, tout ça, mec. Allez-y, il faut laisser le voisinage vivre sa vie. J'ai plus aucune attente pour ma vie. Reste calme, garde le contrôle. En parlant, tout finit par se résoudre. Allez, venez ici et mettez fin à ce bordel. Je vais m'assurer que tu sois protégé. Je vais finir ce que j'ai commencé avec cette fille. Je vais tout lui prendre, jusqu'à la dernière chose. Après cet échange particulièrement tendu, les agents du gate décident d'intervenir. Sauf que vous l'avez bien compris maintenant, tout est filmé et diffusé en direct, et Lindenberg assiste donc à toute la préparation de l'intervention des forces spéciales. Et même si le capitaine Giovannini lui a assuré qu'il ne serait pas armé, les médias diffusent les images d'un agent posté à l'étage, juste en face de la porte de l'appartement, en train de remonter une arme discrètement à l'aide d'une corde. Bref, une fois de plus, impossible pour les policiers d'avoir une quelconque longueur d'avance sur Lindenberg, qui comprend rapidement que malgré les promesses faites par le capitaine, l'intervention n'aura rien de pacifique. Des charges explosives sont discrètement placées sur la porte d'entrée, puis à 18h10, les caméras de télévision, toujours en direct, capturent l'instant précis de l'assaut. Une détonation retentit, un épais nuage de fumée rouge provenant d'un fumigène s'échappe de l'appartement. Puis des cris retentissent, suivis de 4 coups de feu. Quelques instants plus tard, Nayara apparaît, elle saigne abondamment au visage et elle titube, avant de s'effondrer dans les bras d'un agent du gate.
Eloa, elle, est également évacuée sur une civière vers une ambulance, visiblement dans un état critique. Mais l'indécence des médias continue et les journalistes essayent de filmer l'adolescente coûte que coûte. Certains d'entre eux iront même jusqu'à coller leur caméra contre la fenêtre de l'ambulance dans l'espoir de l'apercevoir. Lindenberg, de son côté, a été maîtrisé, il a été touché par une balle en caoutchouc, mais il n'est pas blessé. Il est immédiatement interpellé et conduit à l'arrière d'un véhicule de police sous les hurlements de la foule. Mais les deux adolescentes n'ont pas eu cette chance. Nayara a été blessée par une balle qui a traversé sa main avant de se loger sous son œil droit, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Eloa, elle, a reçu 2 balles, une dans le bas-ventre, l'autre en pleine tête. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital où elle est opérée et placée sous respirateur artificiel. Durant de longues heures, les neurochirurgiens tentent de sauver Eloa Pimentel, mais le 18 octobre 2008, ils annoncent aux journalistes que son coma est irréversible. Quelques heures plus tard, sa famille décide d'arrêter l'acharnement thérapeutique et ils acceptent le prélèvement de ses organes. 101 heures de captivité suivies minute par des millions de téléspectateurs, une succession d'erreurs, d'improvisations, de décisions bancales et une issue tragique. Voilà le bilan de cette terrible prise d'otage. Le 20 octobre 2008, plus de 30 000 personnes se rassemblent pour suivre le cortège funéraire d'Eloa Pimentel. Un hommage qui laisse un goût amer puisque là encore, les funérailles se transforment en spectacle public. Des foules entières font la queue pendant des heures, les curieux se pressent dans l'espoir d'apercevoir le cercueil blanc d'Eloa Pimentel et surtout son visage, puisque sa famille avait choisi de faire la cérémonie avec un cercueil ouvert, ce qui a malheureusement attiré beaucoup de reporters qui ne se sont pas gênés pour prendre des photos de la scène sous tous les angles et les faire circuler ensuite sur Internet. Comme quoi, même dans la mort, Eloa Pimentel n'aura eu droit ni à la paix, ni au respect. Maintenant qu'on a fait le tour de l'immense fiasco qu'a été cette prise d'otage, on va pouvoir passer à la partie procès qui, heureusement, a été un peu mieux gérée, mais tout aussi médiatisée, ça va sans dire. Le procès de Lindenberg Alves Fernandes s'est tenu le 21 juin 2010 au tribunal de justice de Sao Paulo, près de 2 ans après les faits. Alors à votre avis, quelle a été la stratégie de la défense ? Eh ben oui, plaider le crime passionnel, bien sûr. L'avocat de Lindenberg a invoqué la passion comme circonstance atténuante, exactement comme l'avaient déjà fait certains journalistes pendant la prise d'otage. D'après lui, c'est le contexte tumultueux et conflictuel de la relation entre Lindenberg et Eloa qui a mené à cet acte extrême et désespéré. En face, la partie civile représentée par les familles des victimes et le ministère public a évidemment plaidé pour une lourde condamnation. Et ils ont notamment insisté sur la préméditation et la brutalité des faits. Parce que oui, il y avait bel et bien une préméditation de la part de Lindenberg qui s'était procuré 2 revolvers peu de temps avant la prise d'otage. Bon, et puis quant aux preuves, elles sont difficilement contestables dans la mesure où la quasi-intégralité des faits a été filmée et diffusée en direct. Cela dit, de nombreux policiers, experts médico-légaux et des témoins oculaires ont quand même témoigné et les audiences ont duré plusieurs semaines. Finalement, le 30 juillet 2010, Lindenberg Alves Fernandes est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation contre lui et il est condamné à une peine totale de 98 ans de prison. Il s'agit de la peine la plus lourde jamais donnée au Brésil pour ce type de crime et le juge a clairement voulu faire un exemple de son cas. Mais si vous pensez que l'histoire s'arrête là, c'est pas le cas. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'Aldo Rosé da Silva avait fait un malaise lors des négociations et qu'il a dû être transporté à l'hôpital? Alors bien sûr, cette scène a elle aussi été intégralement filmée. Évidemment, les journalistes allaient quand même pas passer à côté d'un ajout aussi dramatique à ce qu'ils traitaient comme un feuilleton à rebondissement. Figurez-vous que des enquêteurs d'Alagoas, un état situé dans le nord-est du Brésil, l'ont reconnu sur leurs écrans de télé. Alors pas sous le nom d'Aldo Rosé da Silva, mais sous sa véritable identité, Everaldo Pereira dos Santos, un ancien membre de la gang Fardada. La gang Fardada, littéralement la bande en uniforme, c'était un groupe actif au Brésil dans les années 90. Leurs membres étaient principalement des policiers militaires qui utilisaient leurs possessions, leurs armes et leurs accès à certaines informations sensibles
pour commettre toutes sortes de crimes. Assassinats ciblés, exécutions, rackets et même du vigilantisme sous prétexte de nettoyer la société de quelques éléments indésirables. Et il se trouve que le père d'Eloa était non seulement un ancien caporal de police militaire, mais qu'il faisait aussi partie de la gang Fardada. Et son casier judiciaire, il est quand même assez lourd. En 1991, il est accusé d'avoir participé au meurtre du délégué Ricardo Lessa et de son chauffeur. Et il est également suspecté d'avoir assassiné son ex-femme, Marta Lucia, qui a disparu dans des circonstances très mystérieuses. Il a fui la région d'Alagoas peu de temps après ces événements pour s'installer à Santo André sous le pseudonyme d'Aldo José da Silva, où il a refait sa vie sans que personne ne le soupçonne de quoi que ce soit. Enfin, ça c'était sans compter le fait qu'un des policiers chargés d'enquêter sur le double homicide de 1991 le reconnaisse en 2008, donc 17 ans après les faits, grâce à un grain de beauté. Et Everaldo, qui a probablement deviné que les images de son malaise allaient faire le tour du pays, s'est carrément enfui de l'hôpital juste après son malaise. Il a donc même pas assisté aux funérailles de sa fille Eloa par peur d'être rattrapé et arrêté pour ses crimes. En 2009, alors qu'il est toujours en fuite, il est condamné par contumace, c'est-à-dire en son absence, à 33 ans et 6 mois de prison pour les meurtres du délégué Ricardo Lessa et de son chauffeur. Cela dit, même si Everaldo n'a pas assisté à son propre procès, un témoin plus qu'inattendu a quand même été appelé à la barre. Ouais, je parle bien de Lindenberg. Donc le meurtrier de sa fille, celui qui a tenu Eloa en otage pendant plus de 100 heures, a été cité comme témoin à charge dans le procès. Et même si Lindenberg n'a aucun lien direct avec les crimes d'Everaldo, le fait qu'il soit appelé à témoigner reste assez improbable. D'ailleurs, même s'il a malheureusement pas pu être jugé pour ça par manque de preuves, je vous rappelle aussi qu'Everaldo est fortement soupçonné d'avoir assassiné sa première femme. Et appeler à la barre l'auteur d'un féminicide pour juger l'auteur d'un autre féminicide présumé, faut bien reconnaître que c'est quand même cocasse. Bref, après ça, et alors qu'il est toujours en cavale, Everaldo va tenter de négocier avec les autorités via son avocat, notamment au sujet du lieu de son incarcération. Oui, parce que Everaldo, il préfère visiblement éviter d'être incarcéré à Alagoas, là où il a commis ses crimes. Donc il va dire qu'il accepte de se rendre, mais à condition qu'il soit envoyé dans une prison de l'État de Sao Paulo. Finalement, ça n'aboutit pas, mais il est arrêté quelques mois plus tard, le 28 décembre 2009, alors qu'il s'était réfugié chez des proches à Maceió. Puis il reste incarcéré à Sao Paulo jusqu'en 2014, avant d'obtenir un aménagement de peine pour bonne conduite. Bon oui, on est très loin de la peine initiale de 33 ans. Aujourd'hui, il bénéficie toujours d'un régime de semi-liberté, c'est-à-dire qu'il est libre de sortir la journée, mais qu'il doit rentrer dormir dans l'établissement pénitentiaire tous les soirs. Je pense que vous vous en doutez, mais il essaye de se faire discret et de rester loin des médias, donc on ne sait pas exactement ce qu'il devient. Mais c'est quand même assez fou de se dire que sans les images capturées par les caméras lors de la prise d'otage, il aurait probablement jamais été retrouvé par la police. Comme quoi, la surmédiatisation de cette affaire aura presque, par accident, au moins, eu une retombée positive. Maintenant que vous connaissez bien les faits, on va pouvoir s'attarder un peu plus sur tout ce qui a déraillé dans cette affaire. Et on va commencer tout de suite avec les erreurs commises par la police qui, du début à la fin, a géré la situation de façon hasardeuse. Je pense que vous l'avez bien compris, de façon générale, personne n'a pris la prise d'otage suffisamment au sérieux et la police n'échappe pas à ce constat. 5 jours avant d'intervenir, c'est franchement aberrant. Honnêtement, il n'y a rien qui explique pourquoi ils ont attendu autant de temps avant de lancer l'intervention. D'autant plus qu'ils avaient en face d'eux un individu seul, armé certes, mais seul, et qui était peu coopératif. Parce qu'à la limite, on pourrait dire ça a duré longtemps parce que le procédé de négociation a été lent mais porté ses fruits. Mais non, si on regarde mieux, Lindenberg a très peu coopéré avec la police et c'est plutôt les équipes d'intervention qui ont cédé à ces diverses demandes. Et puis, est-ce qu'on peut revenir 2 minutes sur le fiasco concernant Nayara ? Comment des personnes dont c'est le métier ont pu estimer que c'était ok de faire revenir une otage sur les lieux de son trauma, là où sa meilleure amie était encore en danger ? Comment ont-ils pu accepter de la laisser s'approcher complètement seule et sans défense de la porte de l'appartement sans aucune garantie que le deal passé avec le preneur d'otages serait respecté ?
Pourquoi est-ce qu'ils ont cru qu'une adolescente traumatisée ferait mieux qu'eux pour amener Lindenberg à sortir et à se rendre sans violence? Enfin, je sais pas, je crois qu'on est nombreux à avoir vu venir le fait que ça se passerait pas bien, et pourtant on n'est pas de la police, encore moins d'un groupe d'intervention tactique spéciale. Enfin bon, voilà, ça c'est un exemple de mauvaise prise de décision absolument dramatique, mais il y a vraiment pas eu que ça. De manière générale, sur l'ensemble des 5 jours, on a pu voir une très mauvaise gestion de la communication entre tous les intervenants, et ça vient probablement du fait qu'une personne n'a pas été désignée comme interlocuteur privilégié. Résultat, ça crée une sorte de pagaille et de confusion permanente. Les agents sur place reçoivent des ordres contradictoires venant d'initiatives personnelles plutôt que d'une stratégie bien élaborée et validée par leurs supérieurs. Et puis, moi je me demande si dans cette affaire, on peut pas évoquer l'effet Kitty Genovese ou l'effet du témoin. Alors ça, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo que je vais vous remettre juste ici. Mais en gros, pour rappel, l'effet du témoin, c'est un phénomène qui peut se produire en cas d'urgence et de danger, et que les personnes présentes ne réagissent pas ou mettent beaucoup de temps à intervenir. Cet effet a notamment permis de constater une chose troublante: plus le nombre de témoins est élevé, moins il y a de chances que quelqu'un se détache du groupe pour agir et porter secours. En gros, si vous faites agresser quelque part, vous avez plus de chances de recevoir de l'aide s'il y a que 3 témoins que s'il y en a 30. Et oui, je sais que ça paraît contre-intuitif. Or, dans les études sur cet effet, les psychologues ont identifié plusieurs facteurs qui peuvent jouer un rôle, et je pense qu'il y en a au moins 2 qui peuvent s'appliquer ici. D'abord, on a la dissolution de la responsabilité qui, comme son nom l'indique, fait que plus il y a de monde, moins chaque individu se sent responsable d'agir. C'est un petit peu la logique du pourquoi ce serait à moi de le faire alors qu'on est autant à assister à cet incident. Et comme justement du côté de la police, il n'y avait pas d'ordre clair et que c'était un peu la pagaille, cette dissolution de la responsabilité a complètement pu avoir une incidence sur leur non-action. Ensuite, on a un deuxième facteur qui, je pense, ici, a pu avoir beaucoup de poids aussi. C'est ce qu'on appelle l'appréhension de l'évaluation, c'est-à-dire, pour vulgariser, la crainte d'être jugé sur son action si jamais on ne fait pas bien. Or là, la police, elle agissait sous le regard non seulement de tous les badauds qui étaient présents sur place, mais surtout, elle était filmée en direct et retransmise partout dans le pays. Donc autant vous dire qu'il y a rien de mieux pour mettre la pression. Selon moi, cet effet peut en partie expliquer l'inaction de la police qui aurait clairement dû tenir les médias à l'écart, et d'ailleurs pas que pour cette raison, hein. Parce que ça, je vous l'ai dit, mais les agents n'ont jamais pu établir leur stratégie en paix sans que ce soit diffusé immédiatement, et donc que Lindenberg soit averti puisqu'il suivait tout à la télé. Donc ça aussi, hein, ça a été une catastrophe, surtout pour l'assaut final, qui s'est très mal passé, comme on l'a vu, puisque le preneur d'otage avait compris qu'on lui avait menti concernant les armes et qu'on allait tenter de le piéger. Du coup, ça ne pouvait que mal se passer. Concernant ce point, vraiment, je ne comprends pas pourquoi la police n'a pas fait usage de son autorité pour éloigner les journalistes, pour au moins les tenir à distance et les obliger à pas tout diffuser en direct. Vraiment, ça, je sais pas si c'est hors de leur pouvoir ou si ça l'était à l'époque. Moi, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas encore de réglementation stricte sur la proximité des médias en cas de crise, mais comme les articles étaient en portugais brésilien, je suis pas certaine d'avoir tout compris. Donc peut-être qu'il y a des Brésiliens, ou en tout cas du moins des personnes qui connaissent bien ce pays. Si jamais vous connaissez, que vous pouvez m'éclairer à ce sujet dans les commentaires, n'hésitez pas. Bon, et puis puisqu'on parle des médias, allons-y, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aussi sur eux, même si j'ai déjà pas mal anticipé dans le cœur de la vidéo. Bon, on l'a vu ensemble, hein, durant ce drame, les chaînes télé n'ont reculé devant rien pour obtenir le meilleur scoop. Des chaînes comme Red TV ont appelé Lindenberg directement sur son portable pendant la prise d'otage, et Sonia Abrao, la présentatrice vedette, a carrément mené une interview en direct avec Lindenberg et même avec Eloa. Les images de l'immeuble, des policiers, de leurs allées et venues ont été diffusées en temps réel, ce que Lindenberg regardait, ce qui lui permettait donc, encore une fois comme je vous l'ai dit, d'être complètement informé sur tout ce qui se passait et se préparer à l'extérieur. Et ce qui a totalement compromis l'effet de surprise tactique. L'impact de cet attroupement médiatique, il a été massif. Rappelez-vous, la police ne pouvait carrément plus prendre contact avec Lindenberg parce que les lignes étaient saturées d'appels des médias.
Et parfois, il était même juste plus occupé à répondre à des interviews qu'à échanger avec les négociateurs. Mais maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à l'impact psychologique d'une telle exposition médiatique en plein moment de crise pour les principaux intéressés, donc les otages et Lindenberg Alves. Et je pense qu'on va commencer par Alves. Déjà, il faut que j'insiste sur le fait que les médias se sont énormément concentrés sur lui, sur son profil à lui, plutôt que sur Eloa Pimentel et les autres otages. Et en fait, quand on regarde de plus près comment les journalistes ont parlé de lui, c'était pas en des termes si négatifs que ça. Lindenberg était un mec bosseur, un amoureux blessé, passionné, qui avait perdu la raison. Bref, il y avait une forme de valorisation d'Alves à l'écran. C'est lui qui était au centre de l'attention nationale, on lui trouve des excuses, des justifications. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Ça renforce son sentiment de toute puissance et d'impunité. Que ce soit la police ou les médias, tout le monde semble avoir remis le pouvoir entre les mains du criminel. C'était lui qui décidait et tout le monde se pliait à ses volontés. Donc pour quelqu'un d'aussi instable et violent, cette couche supplémentaire de sentiment de toute puissance, c'était comme jeter de l'huile sur le feu, et ça me sidère que personne ne l'ait vu venir. À l'inverse, est-ce que vous pouvez vous mettre à la place des otages, en particulier d'Eloa et Nayara, et de comment elles ont pu vivre cette présence médiatique alors qu'elles étaient dans des états de stress aigus, qu'elles avaient peur pour leur vie, et qu'elles voyaient littéralement toutes les chaînes de télévision se nourrir de leur supplice en direct. Moi, je crois que l'un des moments qui m'a le plus marqué dans cette affaire, c'est quand Luis Guerra a échangé avec Eloa, qu'il a fait mine de la laisser s'exprimer et qu'il lui a coupé la parole alors qu'elle essayait de faire passer un message à ses parents pour leur dire qu'elle les aimait. Vraiment, je vous jure que ça m'a brisé le cœur, alors j'imagine même pas ce qu'elle a pu ressentir. Enfin bon, je pense qu'on peut tous tomber d'accord sur le fait que les agissements des médias ont eu des conséquences dramatiques dans cette affaire et qu'ils ont clairement du sang sur les mains. Alors, il est vrai que ce drame a donné lieu à des débats au Brésil à propos du sensationnalisme des médias, pas seulement de façon informelle, puisque j'ai trouvé trace par exemple d'une réunion proposée par le député Ivan Valente qui a permis de rassembler les présidents de plusieurs chaînes de télé, le procureur de Santo André, le commandant de la police militaire de l'État de Sao Paulo, un chercheur du Centre des médias et la présidente du Conseil national pour le droit des enfants et des adolescents, afin d'évoquer tous ensemble les dysfonctionnements dans l'affaire Eloa Pimentel. Cela dit, depuis, aucune loi ou réforme n'a été promulguée pour mieux encadrer la couverture médiatique des prises d'otages. Et même si le nom d'Eloa Pimentel a laissé un souvenir amer au Brésil, j'ai l'impression que ça n'a malheureusement pas entraîné de changements profonds dans la façon d'aborder les situations de crise. Et j'ai vu à plusieurs reprises dans des commentaires ou sur des forums des étudiants brésiliens en journalisme qui mentionnaient le fait que l'affaire est devenue une sorte de cas d'école, enseigné comme l'exemple des choses à ne pas faire. Mais est-ce que ça suffira vraiment à ce que ça ne se reproduise plus ? J'ai des doutes. D'ailleurs, j'insiste aussi sur le fait que j'accuse pas le Brésil spécifiquement. Les gestions catastrophiques des médias lors de crise, ça arrive partout. En France, par exemple, on se souvient très bien de nombreuses chaînes, BFM en tête, qui ont couvert des drames à chaud, comme rien qu'en 2015 avec la longue série la fusillade de Charlie Hebdo, la prise d'otage de l'hypercachère, Damartin en Gouel, puis les attentats du 13 novembre. Tous ces drames-là ont été filmés, diffusés en direct, des informations critiques y ont été dévoilées alors même que ces événements étaient en cours, ce qui a mis en péril des vies, mais aussi l'action des secours et de la police. À ce moment-là, toutes ces chaînes n'ont eu évidemment aucune considération ni pour les professionnels qui travaillaient, ni pour les victimes sur place, ni pour leurs proches inquiets. Donc clairement, ne pensez pas qu'avec cette vidéo, je suis en train de dire qu'on est meilleur qu'au Brésil, parce que c'est vraiment pas le cas. Ce qu'ont fait ces journalistes en 2008, en 2015 et dans tous les autres exemples que j'ai pas cités, c'est une honte. Et je tiens aussi à dire que Sonia Abrao et son équipe ne se sont jamais excusés pour le mal qu'ils avaient fait. La journaliste estime d'ailleurs que sa formation lui a appris à gérer ce genre de situation et qu'ils étaient donc tout à fait à même de conduire une interview avec Lindenberg pendant la prise d'otage.
Mais clairement, tout le monde n'était pas de cet avis et le ministère public fédéral du Brésil a engagé des poursuites contre la journaliste Sonia Abrao et la chaîne Red TV en réclamant une indemnisation pour dommages moraux collectifs d'1 500 000 reais, soit 1% du chiffre d'affaires brut annuel de la chaîne. Cela dit, j'ai pas trouvé d'article indiquant si cette indemnisation a bel et bien été versée. Autant dire que pour l'effet dissuasif d'une telle sanction, on repassera. Bon, mais évidemment, si ce drame a eu lieu dans ces circonstances, avec ces réactions du grand public et des institutions comme les médias et la police, c'est aussi parce qu'il s'inscrit dans un contexte sociétal bien particulier qui a favorisé ces événements et ces actions. En 2008, le Brésil était l'un des pays avec les taux les plus élevés de féminicides au monde. Il se classait 5e pays au monde avec le plus de femmes tuées parce qu'elles sont des femmes, avec une estimation de presque 5000 féminicides par an, soit plus de 13 femmes tuées par jour. Aujourd'hui, rassurez-vous, ce chiffre a bien chuté puisqu'on n'a plus qu'environ 4 féminicides par jour, donc félicitations au Brésil. Non. Bref, du coup, je pense que cette donnée est vraiment à prendre en compte concernant ce qui est arrivé à Nayara et à Eloá Pimentel. Tout dans cette affaire est une terrible illustration d'une société qui a banalisé les violences faites aux femmes. À commencer par le fait que personne ne s'est insurgé lorsque Lindenberg, 19 ans, a commencé à sortir avec une enfant de 12 ans. Qui ensuite allait s'interposer lorsqu'il a commencé à la frapper, à la violenter, à la harceler, à la stalker. Comment ne pas voir que cette prise d'otage et ce meurtre, c'est clairement un féminicide et pourtant aucun journaliste à l'époque n'a prononcé ce mot. Alves considérait Eloá comme sa propriété, comme sa chose. Elle n'avait pas le droit de vivre sans lui, de voir d'autres personnes que lui, d'être indépendante. Le fait que le premier tir de Lindenberg l'ait touché dans le bas-ventre, dans son appareil reproducteur, n'est pas anodin, c'est le symbole d'une violence spécifiquement genrée, d'une volonté de détruire la féminité et la sexualité d'une jeune femme qui lui échappait. Et vraiment, les propos d'Ademar Gomes à la télévision concernant Alves sont profondément choquants. Comment un adulte, un avocat en plus, a-t-il pu ignorer la haine genrée qui animait profondément ses actions ? Eh bien, je vais vous dire, c'est parce qu'on était, et qu'on est toujours d'ailleurs, dans une société qui banalise les agressions faites aux femmes et qui romantise les violences conjugales. Lindenberg Alves en est un exemple parfait, c'est l'incarnation de l'homme qui refuse la rupture car pour lui, sa compagne lui appartient. C'est cet homme à qui on pardonnera toujours d'être violent puisque on le dira blessé, trop amoureux, passionné. Mais la réalité, elle était pas là, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le répéterai tant qu'il le faudra, on ne tue pas par amour. Par amour propre, oui, probablement. Parce qu'on ne supporte pas que l'autre soit libre de partir ou de refuser quelque chose, mais certainement pas parce qu'on aime trop. Et le fait que les médias se soient focalisés sur le personnage de Lindenberg, et je dis bien personnage parce que ils l'ont créé de toutes pièces, est vraiment très révélateur. Au lieu de nommer Alves pour ce qu'il était, c'est-à-dire un agresseur dangereux et armé qui a séquestré puis tué une jeune adolescente de 15 ans, certains médias l'ont transformé en un personnage ambivalent, presque romanesque, de pauvre garçon meurtri par l'amour. Et le problème de tout ça, c'est que ça déplace le centre de cette affaire qui devrait être les victimes. Et on en vient presque plus à se demander pourquoi il a craqué, au lieu de se focaliser sur le côté cruel et inacceptable de ses actes. Alors vous savez, j'ai même pas vraiment besoin de vous dresser le portrait psychologique d'Alves en vérité. Il est le même que celui de la plupart des agresseurs. Jaloux, possessif, violent, tous ces actes n'avaient qu'un but, contrôler et dominer Eloá au point de la détruire, de la tuer, quitte à passer le reste de sa vie derrière les barreaux pour ça. Bon, évidemment, je ne conteste pas le fait que ce soit bien lui le meurtrier d'Eloá Pimentel, je vous l'ai toujours dit. Expliquer les raisons d'un passage à l'acte ne doit jamais servir à l'excuser, c'est évident. Par contre, vouloir expliquer en ne prenant en compte que les facteurs physiologiques et psychologiques, c'est passer à côté de tout un pan, qui est pourtant fondamental. C'est laisser de côté un nombre de facteurs qui jouent eux aussi leur part de responsabilité dans le grand phénomène qu'est l'acte criminel. Et vraiment, je vous encourage grandement à aller voir à la suite de cette vidéo le documentaire qui s'appelle « Qui a tué Eloá ?», réalisé par Livia Pérez en 2015.
C'est un docu qui dure 30 minutes, qui est accessible gratuitement sur YouTube en portugais sous-titré anglais ou espagnol, et qui aborde de façon très claire et pertinente ce que je viens d'évoquer. Je vous ai mis le lien en barre d'infos bien sûr, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller le voir. Voilà, alors avant de terminer cette vidéo, j'aimerais aussi rappeler que l'affaire Eloa Pimentel n'est pas seulement une tragédie personnelle. Comme on vient de le voir, elle met en lumière des défaillances policières, des dérives médiatiques et surtout les violences envers les femmes qui sont souvent pas assez prises au sérieux dans notre société. Même si je parle du Brésil dans ce cas précis, évidemment ce phénomène n'est pas propre à ce pays. On l'a aussi vu en France dans plein d'affaires et là je pense par exemple au traitement médiatique de l'affaire Bertrand Cantat et Marie Trintignant. Les médias ont clairement présenté Cantat comme un homme rongé par la passion, en proie à des démons et qui a été dévasté par le drame d'avoir tué sa compagne accidentellement. Aujourd'hui encore, on parle de sa carrière brisée, de sa longue descente aux enfers, tandis que le nom de sa victime, Marie Trintignant, a été un peu relégué au second plan, comme s'il s'agissait que d'un simple dommage collatéral. Et ce phénomène, il est très dangereux puisqu'il revient quand même à humaniser l'auteur des violences tout en invisibilisant la victime. Alors oui, vous me direz, le documentaire qui est sorti récemment sur Netflix a mis un coup de pied dans la fourmilière et désormais le regard qu'on porte sur cette affaire commence à changer. Mais pour combien de temps ? Et qu'est-ce qu'on va faire des centaines d'autres cas moins médiatisés qui seront peut-être jamais saisis par les plateformes pour mettre en lumière tous leurs dysfonctionnements et leurs injustices? Puisque les institutions qui sont censées nous protéger et nous informer sont elles-mêmes gangrénées par des idéologies violentes envers les femmes et les minorités, il serait bien naïf d'espérer obtenir des réponses justes et des réactions adaptées en cas de drame. Aujourd'hui, il est primordial qu'on apprenne des erreurs du passé, que l'on affronte les problématiques de notre société. En tout cas, si on veut construire un système plus juste et sécurisant pour tout le monde. Et oui, il faut que ce soit une prise de conscience collective. Oui, ça va demander beaucoup de travail, mais non, c'est pas utopique. N'écoutons jamais les voix qui tentent de dire que c'est un combat perdu d'avance. Je sais que le ton que j'ai employé dans cette vidéo est peut-être un petit peu plus intense et impliqué que d'habitude, vous avez dû le ressentir, mais je trouve que c'est impossible de rester complètement neutre quand on voit l'actualité, quand on voit à quel point on a des extrêmes qui sont en train de monter, de devenir très violents à l'égard des femmes, notamment dans notre société et de toutes les minorités. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de s'impliquer plus personnellement, tous à notre échelle, bien sûr, à la hauteur de ce qu'on peut faire. Moi, c'est au travers de cette chaîne YouTube, avec la petite visibilité que j'ai, je me sens une certaine responsabilité à insister sur ça parce que je trouve que c'est vraiment, parmi toutes les choses très angoissantes dans lesquelles on vit actuellement, quelque chose dont il faut vraiment qu'on parle parce qu'il faut qu'on avance là-dessus. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que des fois, on recule un peu et je veux au moins faire ma part des choses. Voilà, écoutez, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vais m'arrêter sur ces belles paroles avant de m'emporter. Merci vraiment de m'avoir écouté jusqu'ici. Sachez que ça me touche vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'affaire et surtout de mon travail dessus. Et puis, si vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Encore merci à June's Journey pour son soutien sur cette vidéo. N'oubliez pas de scanner le QR code qui s'affiche ici à l'écran et de cliquer sur le lien en barre d'infos pour télécharger ce petit jeu d'enquête gratuit, parfait pour l'été. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine affaire et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've